La femme à la poigne de fer. Les premiers mois furent les plus pénibles. Chaque nuit, Liselle faisait des cauchemars. Le visage de son frère, qui regardait par terre. Elle se réveillait en criant, nageant dans le lit, noyée sous le flot des draps. À l'autre bout de la chambre, le lit destiné à son frère flottait dans le noir, comme un petit navire. Lentement, au fur et à mesure qu'elle reprenait conscience, il sombrait apparemment dans le sol. Cette vision n'arrangeait rien, et il se passait pas mal de temps avant qu'elle ne cesse de hurler. Le seul avantage de ces cauchemars, c'était que Hans Huberman, son nouveau papa, entrait dans la pièce pour la rassurer et la câliner. Il venait chaque nuit et s'asseyait près d'elle. Au début, il assura simplement une présence, un étranger pour lutter contre la solitude. Quelques jours plus tard, il murmura « Allons, je suis là, tout va bien ». Au bout de 3 semaines, il la tint dans ses bras. La confiance vint très rapidement à cause de la bonté qui émanait naturellement de cet homme, de sa façon d'être là. Tout de suite, Liselle sut que Hans Huberman arriverait toujours dès qu'elle pousserait un cri et qu'il ne s'en irait pas. Une définition absente du dictionnaire. Ne pas s'en aller. Un acte d'amour et de confiance que les enfants savent souvent traduire. Hans Huberman, les yeux gonflés de sommeil, restait assis sur le lit et Liselle pleurait dans sa manche en respirant son odeur. Chaque matin, sur le coup de 2 heures, elle se rendormait dans ses arômes mêlés de peau, de tabac froid et de décennies de peinture. Elle les absorbait par la bouche, puis les respirait avant de retomber dans le sommeil. Chaque matin, elle le retrouvait affaissé sur la chaise à 1 mètre d'elle, presque plié en deux. Il ne se servait jamais de l'autre lit. Liselle se levait et l'embrassait précautionneusement sur la joue. Alors, il s'éveillait et lui souriait. Parfois, papa lui disait de se recoucher et d'attendre 1 minute, puis il revenait avec son accordéon et jouait pour elle. Elle se redressait dans le lit et fredonnait, ses orteils glacés, crispés par l'excitation. Personne n'avait jamais joué pour elle auparavant. Elle souriait béatement en regardant les sillons se creuser sous le métal fluide des yeux de Hans Huberman, jusqu'au moment où le juron arrivait de la cuisine. « Arrête ce vacarme, Saucurl !» Papa continuait encore un peu. Il faisait un clin d'œil à la fillette qui, maladroitement, le lui rendait. De temps à autre, juste pour énerver un peu plus maman, ils apportaient son instrument dans la cuisine et jouaient pendant le petit déjeuner. Sa tartine de confiture restait dans son assiette, à moitié entamée, avec la marque en croissant de ses dents, tandis que la musique regardait Liselle dans les yeux. Je sais que la formule est bizarre, mais c'est ainsi qu'elle le ressentait. La main droite de papa voltigeait sur les touches couleur de dents, la gauche appuyée sur les boutons. Elle aimait particulièrement le voir appuyer sur le bouton d'argent étincelant, le Do majeur. L'extérieur noir de l'accordéon, éraflé mais brillant, allait et venait entre ses bras qui pressaient le soufflet poussiéreux et en le faisant inspirer et expirer l'air. Ces matins-là dans la cuisine, papa faisait vivre l'accordéon. Cela me paraît juste quand on y pense. Comment sait-on que quelque chose est en vie ? On vérifie qu'il respire. En fait, le son de l'accordéon annonçait aussi la sécurité, la lumière du jour. Dans la journée, Liselle ne rêvait pas de son frère. C'était impossible. Il lui manquait et elle pleurait souvent sans bruit dans l'étroite salle d'eau, mais elle n'en était pas moins contente d'être réveillée. Le premier soir, chez les Huberman, elle avait dissimulé sous son matelas le dernier objet qui la reliait à lui, le manuel du fossoyeur. Elle en tirait de temps en temps. Elle contemplait les lettres sur la couverture et posait ses mains sur les mots imprimés à l'intérieur, sans avoir la moindre idée de leur contenu. En fait, leur contenu n'avait guère d'importance. L'essentiel, c'était ce que le livre signifiait pour elle. Ce que signifiait le livre. Premièrement, la dernière fois où elle avait vu son frère. Deuxièmement, la dernière fois où elle avait vu sa mère. Il arrivait qu'elle chuchote « Maman » et voit apparaître le visage de sa mère 100 de fois en une seule après-midi. Mais c'était de petites misères comparées à la terreur de ses rêves. Dans l'immensité du sommeil, elle se sentait plus seule que jamais.
Comme vous l'avez certainement remarqué, il n'y avait pas d'autres enfants dans la maison. Les Huberman en avaient 2, mais ils étaient grands et avaient déjà quitté la maison. Hans Junior travaillait dans le centre de Munich et Trudy était femme de chambre et bonne d'enfants chez des particuliers. Bientôt, tous deux se retrouveraient dans la guerre. L'une façonnerait les balles, l'autre les tirerait. L'école, vous vous en doutez, fut un désastre. C'était une école publique, mais sous influence catholique, et Liesel était protestante. Déjà, cela commençait mal. Ensuite, on s'aperçut qu'elle ne savait ni lire ni écrire. On lui trouvera une place humiliante dans une classe inférieure avec les enfants qui apprenaient l'alphabet. Elle avait beau être frêle et pâle, elle se sentait comme une géante parmi des nains, et souvent, elle regrettait de ne pas être carrément transparente. À la maison non plus, elle ne pouvait pas attendre grand-chose côté études. « Ne lui demande pas de t'aider à ce Zauker !» lança maman. Papa regardait par la fenêtre comme souvent. Il a quitté l'école en 7e. Sans bouger un cil, papa répliqua d'un ton calme mais venimeux. « Ne lui demande pas non plus, elle n'est pas allée au-delà de la 8e. » Il n'y avait pas de livre dans la maison, mis à part celui qu'elle avait caché sous le matelas, et Liesel devait se contenter de réciter l'alphabet à voix basse jusqu'à ce qu'on lui demande sans ménage d'arrêter de marmonner. C'est plus tard, lorsqu'elle mouilla son lit au cours d'un cauchemar, qu'elle eut droit à un cours de lecture supplémentaire. Officieusement, il fut baptisé la classe de minuit, bien qu'elle commençât vers 2 heures du matin. J'en parlerai un peu plus tard. À la mi-février, pour ses 10 ans, Liesel reçut une poupée d'occasion avec des cheveux jaunes et une jambe en moins. « On n'a pas pu faire mieux, dit papa désolé. »« Qu'est-ce que tu racontes ? C'est déjà bien beau qu'elle ait autant, corrigea maman. Hans poursuivit son examen de la jambe unique de la poupée pendant que Liesel essayait son nouvel uniforme. Après 10 ans, cela voulait dire rejoindre les jeunesses hitlériennes. Les jeunesses hitlériennes, cela voulait dire porter un petit uniforme brun. Liesel fut enrôlée dans la branche féminine, la BDM. Explication de l'abréviation. BDM veut dire Bund Deutscher Mädchen, Ligue des filles allemandes. Ce que l'on vérifiait en premier, c'était que votre Heil Hitler était impeccable. Ensuite, on vous apprenait à marcher au pas, à rouler des bandages et à coudre des vêtements. On vous amenait également en randonnée et autres activités de ce genre. Cela se passait le mercredi et le samedi, de 15 à 17 heures. Le mercredi et le samedi, papa accompagnait donc Liesel au rassemblement et revenait la chercher 2 heures plus tard. Ni l'un ni l'autre n'avait vraiment envie d'en parler. Ils se contentaient de se tenir par la main et d'écouter le bruit de leurs pas. Papa grillait une cigarette ou deux. Hans s'absentait fréquemment et c'était la seule chose qui, chez lui, angoissait Liesel. Souvent, le soir, il entrait dans le salon, qui faisait aussi office de chambre pour le couple, tirait son accordéon du vieux placard, traversait la cuisine et sortait. Au moment où il empruntait la rue Himmel, maman ouvrait la fenêtre et lui criait « Ne rentre pas trop tard !»« Pas si fort !» lançait-il en se retournant. « Zaukerl, mon cul, oui, je parlerai aussi fort que j'en ai envie !» Les échos de ses jurons le suivaient. Il ne se retournait que lorsqu'il était certain que sa femme était rentrée à l'intérieur. Au bout de la rue, juste avant le bazar de Frau Diller, il regardait alors la silhouette qui avait remplacé celle de Rosa à la fenêtre. Sa longue main s'ajoutait un instant, puis il poursuivait son chemin. Liesel ne le reverrait plus qu'à 2 heures du matin, lorsqu'il la tirait doucement de son mauvais rêve. Les soirées dans la petite cuisine étaient systématiquement bruyantes. Rosa Huberman parlait sans cesse, et quand elle parlait, c'était sous forme de schimpfen. Elle passait son temps en plaintes et en chamailleries. Elle n'avait pourtant personne avec qui véritablement se chamailler, mais elle faisait feu de tout bois. Elle pouvait se disputer avec le monde entier dans cette cuisine, et c'est ce qu'elle faisait presque chaque soir après dîner. Hans parti, elle restait généralement là et repassait en compagnie de Liesel. Régulièrement à son retour de l'école, Liesel accompagnait maman quand elle faisait ses tournées de blanchissage dans le quartier résidentiel de Molking.
Knapstrasse, Heidestrasse et quelques autres rues. Maman livrait le repassage ou prenait le linge à laver avec un sourire de commande, mais dès que les clients avaient refermé leurs portes, elle maudissait ces gens dont la richesse n'avait d'égal à ses yeux que leur paresse. Trop gestinkert pour laver leur propre linge, maugréait-elle, oubliant qu'elle avait besoin d'eux pour gagner sa vie. Celui-là, tout l'argent lui vient de son père, disait-elle de Herr Vogel, qui habitait Heidestrasse. Ça passe en femme et en alcool, et en lavage et en repassage, bien sûr. C'était une sorte de liste d'appels du mépris. Herr Vogel, Herr et Frau Pfaffelhürwer, Helena Schmidt, les Weingartner, tous étaient coupables de quelque chose. Rosa reprochait à Ernst Vogel, outre son goût pour la boisson et les femmes, de fourrager tout le temps dans ses cheveux rares et de se sucer les doigts et de tendre ensuite l'argent. « Je devrais laver les pièces avant d'arriver à la maison, disait-elle pour résumer. Les Pfaffelhürwer, eux, observaient le linge à la loupe. Rosa les imitait. Pas en pli sur ces chemises, s'il vous plaît. Pas en faux pli sur ce complet. Là-dessus, ils vont tous inspecter sous mon nez. Quel xindel! Quelle racaille! Les Weingartner étaient des gens apparemment stupides, propriétaires d'un chat qui perdait ses poils, cette Saumensch de bestiole. Tu sais combien de temps ça me prend d'ôter tous ces poils? Il y en a partout. Helena Schmidt était une riche veuve. Cette vieille impotente reste assise sur son cul. Elle n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Mais Rosa réservait l'essentiel de son dédain au Hartgrandestrasse, une imposante demeure bâtie sur les hauts de Molching, au sommet d'une colline. « Ça, c'est la maison du maire, cet escroc !» dit-elle à Liesel en la montrant du doigt, la première fois où elles s'y rendirent ensemble. « Sa femme ne bouge pas de chez elle, elle est trop rade pour allumer le feu, et on se gèle les fesses là-dedans. Elle est cinglée, martela-t-elle. Cinglée. Devant la grille d'entrée, elle fit signe à Liesel. Tu y vas. Liesel était horrifiée. En haut d'une volée de marche, une immense porte se dressait, ornée d'un heurtoir de cuivre. Quoi? Maman lui donna un coup de coude dans les côtes. Pas de quoi avec moi, Saumensch. Remue-toi les fesses. Liesel les remua. Elle emprunta l'allée, monta les marches, hésita, puis abattit le heurtoir. Un peignoir de bain ouvrit la porte. Dedans, il y avait une femme au regard égaré, aux cheveux flous, à l'air vaincu. Elle vit Rosa Huberman à la grille et tendit à la fillette un sac de linge. « Merci, dit Liesel. » Il n'y eut pas de réponse, juste la porte qui se referma. « Tu vois, dit maman, lorsqu'elle la retrouva à la grille, voilà ce que je dois me coltiner. Ces salauds de riches, ces charognes qui ne fichent rien. » En partant le linge à la main, Liesel se retourna. Le heurtoir de cuivre la regardait depuis la porte. Quand elle avait fini de récrimer contre les gens qui l'employaient, Rosa Huberman passait à son autre sujet de mécontentement. Son mari. Un œil sur le sac à linge, l'autre sur les maisons voûtées, elle n'arrêtait pas de parler. « Si ton papa était bon à quelque chose, je n'aurais pas à faire ça, » disait-elle chaque fois qu'il traversait Molching. Elle reniflait, l'air méprisant. « Un peintre, pourquoi épouser cet archelor ?» C'est la question qu'on m'a posée dans ma famille. La route crissait sous leurs pas. Du coup, je dois arpenter les rues et me tuer à la tâche dans ma cuisine parce que ce Saukerl n'a pas de boulot. Enfin, pas un vrai boulot. Juste cet accordéon pathétique le soir et des endroits miteux. Oui, maman. C'est tout ce que tu trouves à dire. Les yeux de maman ressemblaient à des découpages bleu pâle collés sur son visage. Elles poursuivaient leur chemin. Liesel portait le sac. À la maison, le linge était lavé dans une lessiveuse près du fourneau, mis à sécher sur une corde devant la cheminée du salon, puis repassé dans la cuisine. La cuisine, c'était le cœur de la maison. T'as entendu? Maman posait la question à Liesel pratiquement tous les soirs. Elle tenait à la main le fer qu'elle avait fait chauffer sur le fourneau. La maison était faiblement éclairée et Liesel, assise à la table de la cuisine, regardait le feu qui rougeoyait dans les interstices. Quoi donc? C'était cette Holzapfel.
Maman avait déjà quitté son siège. Cette Saumensch vient encore de cracher sur notre porte. Frau Holzapfel, une voisine, avait pris l'habitude de cracher régulièrement sur la porte d'entrée des Huberman. Celle-ci n'était qu'à quelques mètres du portail et Frau Holzapfel avait, disons, une bonne puissance de tir, et elle visait juste. Cette tradition était le résultat d'une guerre verbale qui durait depuis au moins une décennie entre elle et Rosa Huberman. Personne ne connaissait l'origine de ces hostilités et probablement les intéressés ne s'en souvenaient elles-mêmes plus. Frau Holzapfel était une femme sèche et visiblement venimeuse. Elle ne s'était pas mariée mais avait 2 fils, un peu plus âgés que les rejetons Huberman. Tous 2 étaient dans l'armée et nous aurons bientôt l'occasion de les retrouver, je vous le promets. Pour revenir à cette histoire de crachat, je dois dire que Frau Holzapfel manifestait une indéniable constance dans l'exercice de la chose. Elle n'oubliait jamais de spooken sur la porte du numéro 33. Chaque fois, elle passait devant en lançant « Schwein ». J'ai remarqué une chose à propos des Allemands. Ils ont l'air d'adorer les cochons. Une question mineure et sa réponse. Et qui croyez-vous qui devait nettoyer le crachat sur la porte tous les soirs ? Bravo, vous avez gagné. Quand une femme à la poigne de fer vous dit d'aller nettoyer le crachat sur la porte, vous y allez, surtout quand le fer à repasser en question est chaud. La routine en quelque sorte. Chaque soir, Liesel sortait, essuyait la porte et observait le ciel. Généralement, il ressemblait à du liquide répandu, froid, épais, gris et luisant. Mais parfois, quelques étoiles avaient le courage de monter à la surface et d'y flotter, ne fût-ce que quelques minutes. Ces soirs-là, elle l'attendait un peu. « Bonsoir les étoiles !» Elle l'attendait encore. Que la voix l'appelle de la cuisine, ou que les étoiles soient de nouveau entraînées par le fond des eaux du ciel allemand.